Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui le colonel Ibrahima Sy. Ibrahima Sy est ancien commandant de la compagnie de transport de l'armée sénégalaise qui a travaillé partout au Sénégal et dans la sous-région. Nous allons aborder avec lui des questions essentielles concernant justement ce que nous vivons aujourd'hui au Sénégal avec cet accident qui a fait 41 morts. C'est un chiffre provisoire par rapport à ce qui s'est passé à Siliko, dans le Nibi. Tous les Sénégalais en parlent. Colonel, quelle est votre appréciation par rapport à cet accident qui vient de se passer? Est-ce que c'est des choses qu'on pouvait attendre au Sénégal? Je vous remercie, Alassane. Je salue les téléspectateurs. Je rends hommage à tous ceux qui sont décédés au cours de cet accident. Et je présente mes condoléances émues aux parents des victimes. Alassane, personnellement, moi, je pouvais m'attendre à un accident comme ça au Sénégal. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de désordre dans le transport. Désordre au niveau organisation, désordre au niveau humain, désordre au niveau administratif et désordre au niveau du contrôle. Il y a des déficiences notables à ce niveau-là. Pour la simple raison que les hommes qui sont dans le transport sont généralement indisciplinés, mal formés et de surcroît impolis. Ils ont un comportement qui est regrettable. Et voilà pourquoi, moi, en tant que spécialiste, je m'attendais à un accident grave. Des accidents se produiront et continueront à se produire. Mais il faut faire en sorte que s'ils arrivent, qu'ils soient atténués, amortis et contrôlés. Oui, mais voilà, le problème au Sénégal, c'est que ce n'est pas la première fois que le Sénégal vit des accidents pareils, même si le nombre de morts n'est pas beaucoup concernant la route. On a connu le Diola. Quand même, on n'a pas plus de 2000 personnes, même si on n'a pas les chiffres exacts. Dans les premiers mois, il y avait une sorte d'introspection au Sénégal, mais après, on a repris les vieilles habitudes. Les choses ont continué comme si rien n'était. C'est la plus grande catastrophe maritime au monde, jusqu'au présent où je vous parle. Il n'y a que des sanctions administratives. Et les choses ont été laissées telles quelles. Est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité de gouvernement justement dans ces questions, où des sanctions devaient être prises, où la reprise en main aurait été faite, et ça n'a pas été fait? C'est la réalité, ça. Il y a eu des accidents. Avant le Diola, il y a eu l'accident de la Sonacos. Plus de 100 morts. Plus de 100 morts. C'était un accident chimique et qui peut se reproduire. Il y a eu le Diola. Il y a tous les incendies de marché avec des morts, avec des pertes énormes de milliards. Cela ne nous a rien fait, n'a pas changé notre comportement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour régler ce problème-là, qui est un problème national, où l'État perd énormément d'argent, le Sénégal perd énormément d'argent. Quand vous reconstruisez un marché, vous le faites à 3 ou 4 milliards. Et après, on le redonne à des ambulants, des innocents qui n'ont jamais géré quelque chose. Et ça revient régulièrement. Alors, c'est des problèmes récurrents derrière lesquels nous courons depuis 60 ans. Voilà notre problème. Et pourtant, il y a des solutions. Mais pourquoi on n'y arrive pas? Mais on n'arrive pas parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de volonté politique. Si on prend une décision, les transporteurs se mettent en grève et le lendemain on revient. On leur donne raison. Dans un pays, il faut que l'État soit à sa place, que l'État soit le précurseur et non le postcurseur. On ne doit pas suivre les événements pour réagir à retardement. On doit être préventif. C'est ce qu'on n'est pas. Voilà notre problème. Les gens demandent la fermeté dans la décision de l'État. Ils disent que si par exemple, les transporteurs vont en grève, l'armée peut faire le transport. Absolument. Prendre en charge le transport, amener les Sénégalais où ils veulent le temps de gérer cette situation.
De toutes les façons, pour les transporteurs, c'est un problème d'intérêt particulier. Et il y a la majorité des Sénégalais qui veulent être transportés en sécurité, dans des véhicules propres, dans des véhicules décents, dans des conditions décentes. Mais on donne toujours raison à ces gens-là. L'armée peut faire le transport, pourquoi pas. Moi, je commandais la compagnie de transport, mais aujourd'hui, c'est le bataillon du train que tout le monde connaît, avec tout ce que ça comporte comme moyen, et avec des conducteurs formés dans un centre de formation militaire, ce qui n'est pas le cas dans le pays. Voilà, Justement, est-ce que ces centres de formation militaire ne peuvent pas être mis à profit pour amener les conducteurs à être formés dans ces centres, que les centres soient mis un peu partout, peut-être à travers le pays, ou bien il y a des formations mobiles où ces conducteurs de bus puissent être formés par l'armée, pour savoir conduire. C'est peut-être ça la solution provisoire. Mais la solution définitive, c'est de mettre des centres de formation dans toutes les régions du Sénégal. L'armée peut le faire. Les retraités du bataillon du train peuvent être mobilisés. Ils sont partout au Sénégal. Dans toutes les régions du Sénégal, vous avez des retraités des bataillons du train qui peuvent être recensés, mis à contribution au niveau des gouvernances, hein, ou en tout cas le ministère des Transports a des services régionaux. Décentralisés, oui. Voilà, décentralisés. Je pense qu'il y a des solutions dans ce sens-là. C'est des gens qui ont été formés, qui sont à la retraite, qui sont disponibles et qui ne font rien. Donc ils peuvent, si on le leur demande, contribuer efficacement à cette déficience générale des transporteurs. Mais de façon globale, les gens posent la question de l'éducation au Sénégal, la question du civisme par rapport à certains comportements. Et à certains même anciens militaires qui réclament aujourd'hui le service civique national obligatoire. Même s'il existe dans la loi au Sénégal, ce n'est pas fait. Pierre Goudiaby Atepa, avec ses amis, avait même préconisé un financement de 15 milliards pour former tous les jeunes dans le civisme, dans le service militaire obligatoire, pour que les gens puissent reconnaître aujourd'hui un tableau, un feu rouge, en fait, former des citoyens. C'est ça notre grand problème. C'est notre drame aujourd'hui. Le drame du Sénégal, c'est, comme disait le président Senghor, les gens n'ont pas appris. On ne leur a rien appris et on leur exige rien. Moi, quand je vois un garçon sur une moto sans casque, ça me rend malade. J'ai été au Togo, où j'ai vu des motos garées. J'ai demandé aux gendarmes, mais pourquoi vous garez les motos et vous demandez aux gens de partir? Il m'a dit, nous on les oblige à aller acheter un casque et à revenir chercher leur moto, simplement. Le problème est réglé. Mais ici, quand les motos, comment on les appelle, les Jakartamens, font la grève, on ne leur demande plus de porter le casque. Dans le pays, le problème, comme vous dites, c'est un problème d'éducation. On n'éduque plus les gens. Dans les maisons, les enfants ne sont pas éduqués. L'école qui prenait le relais avec des maîtres exemplaires ne joue plus le même rôle. Et le Dara, le LEL n'existe plus. Le Dara existe, mais le LEL n'existe plus. C'était une école d'éducation. L'armée, qui n'est pas obligatoire, ne forme pas tout le monde. Donc, résultat, on sort de l'université avec des diplômes, mais sans une formation civique, sans avoir le sentiment national. Voilà notre problème. Et pourtant, les Sénégalais sont les mêmes. On me dit non, les Sénégalais sont... On ne peut pas les... Je dis si. Les militaires sont des Sénégalais. Pourquoi ils sont disciplinés? C'est parce qu'on les forme à la discipline. Parce qu'on leur apprend ce que c'est que l'État, ce que c'est que le drapeau, ce que c'est que l'hymne national, ce que c'est que se donner pour son pays. Le petit soldat, combien il gagne? Pratiquement rien du tout. Mais pourtant, on n'a jamais entendu au Sénégal, depuis 1960, que des soldats sont allés en grève. Voilà la différence. Nos étudiants sont tout le temps en grève, mais nos militaires jamais. Pourtant, ils sont logés à la même enseigne. L'État les nourrit dans les mêmes conditions, avec des cuisiniers qui font la cuisine, des repas qui sont distribués. Mais c'est que dans l'armée, tout ça est contrôlé. On ne peut pas donner un mauvais repas à un soldat. Et il sait qu'il a droit à tant de francs par jour pour son alimentation, on le lui donne. Et on le vérifie à midi, chaque fois au repas, il y a un officier qui passe. Il vérifie si la quantité est bonne, hein, la quantité est suffisante et la qualité est bonne.
Voilà simplement la différence. Oui, parce que le Sénégal aujourd'hui, dans toutes les régions, pratiquement, il y a des camps militaires. Est-ce qu'il n'est pas possible que, pour renforcer le sentiment, l'armée-nation, que pendant les vacances, que les militaires prennent en charge les jeunes dans les camps, en les formant au métier de menuiserie, de plomberie, de mécanique, pour que les vacances qui soient occupées, ensuite donner des cours de civisme à ces jeunes-là, faire un service militaire obligatoire tous les 3 mois. Nous, en tout cas, c'est le souhait de l'armée. C'est le souhait de l'armée parce que, de toutes les façons, la réserve de l'armée est constituée de civils. Depuis le sommet, depuis la hiérarchie, jusqu'au plus bas. Si aujourd'hui le Sénégal était attaqué, l'armée serait en première ligne. Après, c'est les gendarmes, les policiers et tout ça. Mais la population elle-même, est-ce qu'elle est préparée à cette défense-là? L'esprit de défense, l'esprit national, croire à son pays, croire à son hymne, à son drapeau. On le voit durant les matchs de football. Mais dès que ça cesse, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, dès que ça cesse, on en revient à nos habitudes. Est-ce que le contexte sous-régional ne s'y prête pas aujourd'hui, avec toutes les menaces qui sont dans la sous-région? On a vu qu'au Burkina Faso, on était obligé d'aller chercher à la va-vite des gens pour les amener à défendre le pays, alors qu'aujourd'hui, le Sénégal a le temps de former sa jeunesse. Le Burkina, le Mali et tous ces pays qui sont au Sahel qui ont des problèmes, le vivent depuis longtemps. Aujourd'hui, les populations auraient dû être prêtes à prendre la relève au besoin. Mais si on attend, si on ne fait rien, si on n'est pas préventif, comme je dis, ben, on aura toujours le même problème. Des gens qui sont actifs, qui sont dans le feu, sous le feu, et des gens qui sont là, qui ne font rien. C'est ce qui nous arrive en Casamance. Si aujourd'hui, par malheur, il y avait un problème de djihadisme au Sénégal, on aurait eu 2 fronts. Les gens du MFDC derrière et les djihadistes devant. Est-ce qu'un pays comme le Sénégal est prêt à faire face à une situation aussi malheureuse que ça, aussi grave, aussi dramatique? Je ne le crois pas. On n'y est pas préparé. Est-ce que vous, anciens militaires, anciens officiers, si vous regardez aujourd'hui la situation dans laquelle le pays, comme vous le disiez tantôt, l'indiscipline qui a pris racine dans ce pays, le comportement non civique de certains citoyens, la façon de se comporter dans ce pays, est-ce que vous en parlez, vous, en tant qu'officier, entre vous, pour dire qu'est-ce qui est devenu le Sénégal aujourd'hui? On le vit, non seulement on le vit, mais on en parle quand on se retrouve. Et c'est toujours la même conclusion. On se sépare avec regret en nous disant que voilà pourtant ce qu'on peut faire. Et nous sommes disposés à le faire, même pour rien. Mais malheureusement, on n'est pas associé. On n'est pas du tout associé, on n'est pas du tout consulté. Quand vous voyez les autoroutes qu'on construit, c'est très bien pour le pays, pour l'économie, mais c'est en cas de défense. Pour faire passer un régiment de blindés d'un côté ou de l'autre, ce serait une catastrophe. Parce que quand on concevait ces autoroutes-là, on n'a pas associé l'armée pour prévoir des brèches camouflées pour pouvoir les ouvrir, pour faire passer les éléments d'un côté et de l'autre. Voilà par exemple un exemple pratique que je vous donne. Parce que ceux qui négocient ces autoroutes-là, ceux qui les construisent et ceux qui les suivent, n'ont pas reçu de formation de défense pour ça. Pourtant, cette défense-là, elle est globale, comme on dit. Voilà notre problème. Il y a partout des brèches, des retards qu'il faut combler. Mais malheureusement, on ne consulte pas ceux qui ont cette capacité-là. Vous parlez des officiers à la retraite. Nous sommes là. Et vous n'êtes pas associé par l'État, par l'armée, par rapport à certaines choses, des questions? On vous invite juste pour des cocktails, pour des commémorations, c'est ça? L'armée, il n'y a pas de problème. Nous, entre nous, on se retrouve. Mais il n'y a pas que l'armée. Il y a l'État. Et pour que l'armée puisse développer certaines choses, il faut l'accord de l'État. Même si ça s'adresse à d'anciens officiers comme nous, à des officiers comme nous, à la retraite. Ce problème-là, c'est un problème national. Si ceux qui nous dirigent, les ministres, n'ont aucune notion de défense, mais c'est extrêmement grave. Et ça, c'est une réalité. Et on repose la question des accidents. On en parlait dans le triptyque conducteur, véhicule et route.
Aujourd'hui, vous pensez que tous les tas de composantes ne sont pas à niveau? Absolument, c'est mon sentiment. Il y a beaucoup d'efforts faits sur les routes, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons, je commence par la route, nous avons une route qui part du Mali, qui part de Bamako et qui vient jusqu'à Dakar. Cette pénétrante extraordinaire n'est pas faite à la largeur d'une route internationale. C'est la route la plus importante du Sénégal, qui part de Bamako et qui vient jusqu'à Dakar, la capitale d'État. N'est pas suffisamment développée, n'est pas suffisamment large pour accueillir le trafic extraordinaire qu'il y a dessus. Ça, c'est le premier point. Et cette route engrange pour le Sénégal l'équivalent de 500 ou 600 milliards par an. Donc c'est une route vitale pour le pays. Et malheureusement, qui n'a pas le niveau, qui n'a pas le gabarit d'une route internationale. Ça, mais certains pensent qu'il faut adjoindre cette route-là du train, qu'il faudrait redévelopper le train Dakar-Bamako pour soulager un peu la route et permettre aux marchandises de passer par ce train. Ça nous marchait sur ma langue. Ce train n'aurait jamais dû disparaître. Le chemin de fer entre le Mali et le Sénégal a existé avant la route. C'était du temps des Péderbes et des Bachans et des Galieni. Pourquoi cette route, ce chemin de fer a disparu? Effectivement, si le chemin de fer allégeait le poids du transport par route au niveau du train, au niveau du rail, on aurait pu souffler. Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, je ne peux pas comprendre qu'un port comme Kaolack, qui est à 200 km de Dakar et qui est à moins de 1500 km de Bamako, ne puisse pas être développé pour prendre le surplus de marchandises qui existe entre le port de Dakar et Bamako. À partir de Kaolack, ce serait extraordinaire. Et ça développerait toutes les villes autour de Kaolack. Le Mali aurait son port d'attache au Sénégal. Mais cela, peut-être que nos stratèges n'ont pas vu ça. En tout cas, pour moi, il est capital de développer le chemin de fer entre Dakar et Bamako. Et le port de Kaolack serait un surplus pour la sous-région. Mais certains pensent même à créer, pourquoi pas, un port sec à Tambacounda. Oui, le port sec à Tambacounda, c'est une chose. Mais le port sec sans le train, c'est les camions, c'est toujours les camions qui entrent au Sénégal, qui viennent jusqu'à Tambacounda. Ça va alléger, et ça va alléger sérieusement, et la route, et les accidents avec les conducteurs du Mali, les chauffeurs du Mali, et les villes traversées. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant pour régler le problème de transport au Sénégal, de la circulation de façon globale? Parce que le transport, c'est de façon holistique. Il y a beaucoup de secteurs dans le transport. Comme vous dites tantôt, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de lobbies, il y a des marabouts qui ont leurs camions, qui ont leurs bus, qui n'ont pas intérêt aussi à ce qu'on touche à leurs intérêts. Il y a des gens qui dépensent moins, qui veulent gagner beaucoup d'argent. Vous parlez tantôt des conducteurs de moto, de Jakarta sans casque. On a entendu de façon effarante un Jakartaman dire à Kaolack qu'on ne peut pas mettre les casques parce qu'il fait chaud. Le soldat à Kaolack met le casque et puis il fait chaud. C'est ma réponse. L'un est astreint à une discipline, l'autre a un laisser-aller. Et c'est le même État qui gère tout ça. Est-ce que c'est acceptable? Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois à l'ordre, je crois à la discipline. Je crois à la formation des hommes. L'un est formé à obéir, à accepter son état, à accepter les choses. L'autre n'a pas été touché. Il est comme il est, laissé à lui-même. Mais c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est ça qui n'est pas acceptable. Les lobbies, ma foi, mais il y a à choisir entre les marabouts, les lobbies et le peuple sénégalais. Le peuple sénégalais pour lequel l'État et le gouvernement est là. Le gouvernement qui choisit n'a pas à prendre en considération
disons, ses intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Voilà notre problème. C'est ça notre problème, c'est pas autre chose. Et ça, c'est simplement un problème de volonté politique. Mais beaucoup posent aujourd'hui la comparaison en disant qu'en 1978, par exemple, Oui. les pays asiatiques tels que le Vietnam, la Corée du Sud étaient pratiquement au même niveau que le Sénégal. Aujourd'hui, la Corée du Sud vous fait des Samsung, vous fait des Hyundai, vous fait de la technologie, de haute technologie. Oui. Parce que l'enseignement en Corée du Sud, et l'enseignant est vénéré, est mis dans une situation qui lui permet d'être performant. Alors chez nous, la façon dont les enseignants sont recrutés et la façon dont ils enseignent aussi, il y a de vrais problèmes. On ne s'occupe pas d'eux pour qu'ils puissent avoir à l'esprit de former une élite. Vous savez, quand j'étais à l'école supérieure de guerre, j'étais avec un camarade, un jeune frère zaïrois, le major Bekazwa. Partout où on a été en voyage d'études, on a trouvé des Sénégalais au sommet de hiérarchie, dans tous les domaines pratiquement. Un jour, il m'a dit, on devait visiter le centre des hautes études nucléaires de Toulouse. Il m'a dit, grand frère, je suis sûr qu'à la NASA, il y a des Sénégalais. C'était l'appréciation d'un officier supérieur zaïrois sur le Sénégal, à partir de l'école supérieure de guerre française. Il nous respectait tellement qu'il pense qu'en Afrique, si un État doit être au niveau de ces États asiatiques, le Sénégal fera partie de ce premier État-là, pourrait être ce premier État, par la richesse de ses ressources humaines, par la bonne formation que nous avons au niveau de nos universités et par l'intelligence des Sénégalais que le bon Dieu nous a donnée. Partout en Afrique, nous sommes présents, et je dirais partout dans le monde. Un général français m'a demandé, parce qu'à l'école supérieure de guerre est contigue à l'UNESCO. Il m'a demandé, mais si, qu'est-ce qui pourrait remplacer le président Abdou Diouf? Est-ce que vous avez des gens comme lui? Je lui ai dit, mon général, vous voyez l'entrée de l'UNESCO? Il me dit oui. Je lui ai dit, le directeur général de l'UNESCO, c'est un Sénégalais, c'était le président Amadou Mahtar Mbow. Il m'a dit, bon, ben, je retire ce que je vous ai demandé, je ne savais pas. Et pourtant, 60 ans après, on continue à patauger dans des problèmes. On n'arrive pas à s'en sortir. Malgré tout le fait que les Sénégalais sont dans les meilleures écoles au monde, malgré qu'ils soient l'élite la mieux formée, malgré que les Sénégalais soient à l'extérieur, dans la diaspora, dans les plus hautes sphères internationales. On est encore là, en train de patauger dans des problèmes qui devaient être résolus depuis longtemps, basiques. Parce que ceux qui devaient être à leur place ne sont pas à leur place. Ça, c'est le premier point. Tous les choix sont politiques, il faut le dire. Les compétences sont là, dans le pays. Les compétences sont hors du pays. J'ai vu à la télévision un garçon, un certain Ibrahima Ndiaye, qui est à la SNCF en France. Son budget de recherche à lui, de travail, est supérieur pratiquement au budget du Sénégal. Et pourtant, c'est un garçon qu'on a envoyé à l'école centrale ou polytechnique, ou en tout cas dans les grandes écoles françaises. Mais il est resté parce qu'on n'a pas besoin de lui. Est-ce que pour faire le TER, on a fait appel à lui? Est-ce qu'on a demandé à la France si on ne peut pas nous le rendre, de nous le prêter pour gérer cette affaire-là? On ne l'a pas fait. Je pense qu'à Total aussi, un certain M. Nguer fait partie des... Le numéro 2, Momar Nguer. Voilà. On ne va pas nous dire qu'on n'a pas de personne, on n'a pas de compétences pour gérer le pétrole et le gaz du Sénégal. Ouais. Il y a Barthélémy Faye qui est l'un des meilleurs avocats sénégalais à l'extérieur, qui a reçu sur la dette grecque. Voilà. Dans tous les domaines, nous avons des gens, aussi bien à l'extérieur que dans le pays, capables de gérer, mais avec générosité, parce qu'ils ont tout. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à ce pays? C'est ce qui nous arrive. Bon, le Sénégal, c'est un pays... Le monde nous a tout donné, Alassane, quand on regarde le pays. Mais on ne fait rien avec. Sur le plan des matières stratégiques, on a tout. Principalement l'eau. On a de l'eau au Sénégal. La Falémé, le fleuve Sénégal, tous les petits ruisseaux qui traversent le pays. La Casamance, même la Gambie nous appartient pratiquement, parce que sur sa plus grande longueur, la plus grande longueur est au Sénégal. Et la Gambie, c'est le Sénégal. On aurait pu avoir un terroir extraordinaire.
si on y croyait. Et l'essentiel, c'est d'y croire. C'est ça notre problème. Il faut croire en nous. Ce n'est pas les autres qui vont venir nous développer. Depuis combien d'années la France a existé, elle nous a gouvernés, nous a colonisés. Est-ce qu'on a été développé? Non. Alassane, c'est vous qui défendez votre, pays, votre famille, votre travail. C'est personne d'autre. C'est nous qui allons défendre ce pays-là. C'est nous qui allons l'organiser et c'est nous qui allons le développer. Et on l'a reçu de nos aïeux. Et moi, ce que je retiens de l'hymne national, c'est qu'on nous dit que le Sénégal est sorti de la nuit au galop des chevaux. Cela veut dire que nous sommes un pays debout, un pays où les gens vont à l'assaut des difficultés depuis toujours. Et le général Faidherbe me disait que ces gens-là, on les tue, mais on ne les déshonore pas, parce qu'il y avait des cédos debout devant lui. Alors, on ne manque pas d'exemples pour faire face aux situations et les maîtriser. Votre télévision, c'est une télévision qui est née il n'y a pas longtemps, mais on sent qu'il y a de l'ordre, il y a de l'organisation, et vous faites partie des meilleures télévisions, ça il faut le dire. Merci. Voilà, mais c'est parce qu'il y a une volonté. Sans cette volonté-là, il n'y a rien du tout. C'est mon sentiment. Merci infiniment à Colonel Ibrahim aussi. Je vous rappelle que vous êtes ancien de l'armée sénégalaise, que nous parlons de la situation nationale, nous abordons la question concernant les accidents au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Sénégal ne vive plus ce genre de situation, même s'il y aura des accidents, mais atténuer ces catastrophes. On a parlé aussi de votre parcours, parce que vous étiez le commandant de la compagnie de transport de l'armée sénégalaise, donc la logistique, qui est devenue Battrain aujourd'hui. Et surtout, on retient qu'il y a beaucoup d'anciens militaires qui sont prêts à servir le pays, des volontaires, pour accompagner le développement du pays. Il suffit que le gouvernement prenne en compte ces anciens officiers qui étaient dans le Battrain, qui aujourd'hui, avec le Battrain, ceux qui étaient là-bas peuvent accompagner pour éduquer les chauffeurs, les enseigner, leur montrer comment conduire un véhicule et comment surtout éviter de faire les accidents. Merci infiniment d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Directe. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.